Le Bitcoin est à 67 000 $ américains, s'approche de son sommet de 69 000 $ américains. Vous le voyez sur ce graphique qui a été établi en novembre 2021, hausse de 40 à 45 % en février. On attend aussi un événement important qu'on va vous expliquer dans le calendrier des cryptos le mois prochain. Avec nous, Alexandre Roch, professeur de finance à l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Le 11 janvier dernier, l'Autorité des marchés financiers aux États-Unis a autorisé l'entrée en bourse de fonds négociés en bourse liés au Bitcoin. Est-ce que c'est ça qui explique la hausse du Bitcoin? Étant donné que l'offre est fixe, ça fait beaucoup de demandes, en fait, pour le Bitcoin et ça fait augmenter les prix. Est-ce qu'on s'attend... Donc, on s'attendait à cela de la part de l'évolution? C'est pas étonnant, c'est pas surprenant de voir le Bitcoin s'envoler comme on... Non, c'est ça. On s'y attendait tout à fait. Je pense pas. Moi, je m'y attendais pas à ce niveau-là. Ouais. Le fait de revenir à des niveaux historiques de 2021, comme vous l'avez dit, c'est assez surprenant. C'est sûr qu'avant que la SEC fasse son annonce, là, il y avait beaucoup de spéculation à savoir est-ce que ça va vraiment revenir. Là, on n'était pas tout à fait certain. Une fois qu'ils ont fait l'annonce, puis ils l'ont, je dirais pas approuvé parce qu'ils sont très réticents, ils l'ont fait un peu à contre-cœur, ils ont été obligés de le faire. Mais une fois qu'ils ont autorisé ces nouveaux produits-là FNB sur les bitcoins, on savait que les institutions financières allaient commencer à en acheter de leur côté. Et donc là, c'était prévisible. Ce qui est moins prévisible, c'est jusque où, en fait. Est-ce que, là, on parle de 11 FNB de Bitcoin, fonds négociés en bourse, en circulation dans le marché boursier américain. Est-ce que l'engouement pourrait amener d'autres firmes à emboîter le pas, selon vous? D'autres firmes, je ne suis pas certain pour l'instant. C'est quand même beaucoup, je dirais, là, pour un marché qui n'existait pas avant ça. Ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est des FNB sur d'autres types de crypto-monnaies. Pour l'instant, oui, Ethereum. Là, pour l'instant, on se concentre beaucoup sur Bitcoin, ce qui reste quand même quelque chose d'énormément risqué. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est sécuritaire au niveau d'un investissement, mais on veut s'assurer quand même quelque chose de sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'ils sont peut-être plus réticents à aller vers d'autres crypto-monnaies. D'autres qu'on appelle memes, là, des genres de blagues un peu de crypto-monnaies comme Dogecoin, ces choses-là. Donc, on alimente une forme de rareté. Oui, c'est ça. Le but, c'est essentiellement de stabiliser l'offre. En fait, l'offre est essentiellement déterminée jusqu'à la fin des temps, jusqu'en 2050. Et donc, on veut stabiliser l'offre. Et l'idée originale, c'est de se dire, bien, si on stabilise l'offre, le prix devrait se stabiliser aussi à long terme, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, parce que du côté de la demande, en fait, la demande est complètement imprévisible. Quelque chose comme on vient de voir, là, on ne pouvait pas vraiment le prévoir l'année dernière. On pensait que les FNB aux États-Unis, c'était à peu près impossible. On ne le voyait pas venir. Et donc là, tout d'un coup, ça, c'est quelque chose de nouveau dans le marché. On est rendu quoi? À la troisième, quatrième bulle spéculative. Là, pour moi, c'est purement de la spéculation, ce qu'on observe à ce moment-ci. Mais est-ce que le prix va monter, en fait, avec le halving, je ne pense pas que ça va avoir un impact. Donc, en fait, l'impact que ça fait, c'est essentiellement que les mineurs vont voir leur profit réduit. Ouais. Okay, essentiellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les gens investissent dans des technologies, dans des serveurs puissants, des usines de minage pour essayer d'avoir le billet de loterie gagnant, puis gagner toujours le nouveau bloc de Bitcoin. S'il y en a la moitié moins qui sont disponibles, bien, ça va faire en sorte que toute cette technologie-là va servir à rien. Les profits vont baisser et donc il va y avoir beaucoup de mineurs qui vont se retirer du marché. Donc, ceux pour lesquels ce n'était pas profitable vont se retirer du marché, puis il va y avoir essentiellement moins de mineurs sur le marché à partir du mois d'avril. Ce qui aura pour effet sur le prix de... À mon avis, ça va avoir très peu d'effet sur le prix. Si on regarde historiquement, c'est vrai que ça a suivi comme des hausses, mais bon, c'est des hausses très spécifiques. Là aussi, il y avait plein d'autres événements là, qui auraient pu expliquer les hausses. À mon avis, ce phénomène-là de halving ne devrait pas trop avoir d'impact sur le prix en tant que tel. Alexandre Roch, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Et là, vous venez d'ouvrir une porte là, en me parlant de Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est une aussi bonne valeur refuge que l'or? Mais en fait, en définition simple d'investissement, si on simplifie le tout, un investissement, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans un tiroir, rouvrir le tiroir dans 3 ans, puis pas avoir peur que ça soit pas là. Donc, moi, je ne classifie pas le Bitcoin comme étant un investissement. C'est de la vraie spéculation. On ne peut pas faire grand-chose avec. Tandis que l'or, c'est très probable, c'est un investissement. Vous le mettez dans un tiroir, peut-être ça n'aura pas bougé beaucoup, ça aura fluctué différemment. Donc, non, le Bitcoin, quant à moi, n'est pas le nouvel or en soi. Il y a bien longtemps que j'ai écouté des émissions en français sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, surtout à l'émission justement de RDI Économie. Parce que l'information qui est présentée et souvent les invités n'ont pas les connaissances et l'expertise pour pouvoir partager cette information-là aux Québécois et aux Québécoises.
Et l'impact que ça a, eh bien, c'est que le Québec va manquer le trade le plus important qu'il va se passer en finance pour notre génération. Et évidemment, c'est compréhensible parce que le Québec a été traumatisé à plusieurs reprises dans le monde des finances, avec justement l'affaire Norbourg, beaucoup d'investisseurs québécois ont été floués par Vincent Lacroix et gardent justement ce traumatisme-là jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que je parle de Bitcoin, chaque fois que je parle d'investissement, eh bien, les premières fois, on me ramenait toujours justement cette affaire de Norbourg où plusieurs personnes ont perdu beaucoup d'argent et ils sont évidemment traumatisés. Ils en parlent à leurs enfants, qui en parlent à leurs enfants, qui sont freinés justement à toute nouvelle opportunité de finance. Il y a aussi les belles histoires, les contes de fées qui se sont transformés malheureusement en pertes financières, encore une fois, tout comme BlackBerry qui était le fleuron du Canada. Et cette action, cette compagnie-là qui a connu justement des années fulgurantes dans les années 2000, mais qui par la suite justement a manqué le bateau, a manqué le tournant technologique face à un autre géant, Apple, qui justement, lorsqu'ils ont sorti les iPhones, eh bien, cette compagnie-là n'a pas su s'adapter et a perdu évidemment beaucoup d'investissements. Et je suis même très surpris que la compagnie et que l'action trade encore aujourd'hui. Et comme dans tout secteur financier, eh bien, il peut y avoir des bons acteurs et des mauvais acteurs. Évidemment, le Québec et le Canada se souviennent également de Quadrica CX, qui était cet exchange, ce site Internet, cette compagnie qui permettait justement d'acheter des crypto-monnaies et de les laisser sur sa plateforme. Et évidemment, cette compagnie-là, à un moment donné, le fondateur a disparu, présumé mort, on ne sait pas où est-ce qu'il est exactement, beaucoup d'histoires qui peuvent remettre en doute, encore une fois, les investisseurs québécois. On a connu également la saga Plexcoin, où beaucoup de Québécois, encore une fois, se sont fait avoir par Dominique Lacroix qui leur vendait, encore une fois, une crypto-monnaie qui devait avoir des retours sur investissement faramineux. Mais encore une fois, il faut savoir que ce secteur d'activité en crypto-monnaie n'est pas différent du secteur, du système financier et du système économique traditionnel. Et malheureusement, c'est les Québécois qui en payent la facture. Lorsque justement Investissement Québec va investir plus de 100 millions, il me semble, dans une compagnie du monde des crypto-monnaies et que cette compagnie-là fait également faillite, alors sur les 100 ou 150 millions qu'ils avaient investis, ils reçoivent en retour un 25 millions qui est une grosse perte. Alors que s'ils avaient tout simplement acheté l'actif Bitcoin, acheté des Bitcoins, eh bien, depuis le moment où ils avaient investi dans cette compagnie-là, le prix du Bitcoin a évidemment eu beaucoup de volatilité, des hauts et des bas, mais en finalité, eh bien, le prix du Bitcoin s'en va plus dans cette direction-là que dans cette direction-là. Donc, lorsqu'il y a de la volatilité, on peut avoir de la volatilité, des hauts, des bas, des hauts et des bas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de Bitcoin, la volatilité s'en va plutôt vers le haut, ce qui est évidemment bon pour les investisseurs. Alors, par chance, le Québec n'est pas toujours en retard sur son voisin américain. Le Québec, le Canada, a eu déjà depuis un certain temps des fonds négociés en bourse où les institutions financières devaient acheter physiquement du Bitcoin pour l'offrir à leurs investisseurs. Et dans le fond, on voit que justement, les fonds négociés en bourse au Canada ont augmenté justement de 60% avant que la SEC n'autorise justement les fonds négociés en bourse en début d'année 2024. Et depuis le début de l'année, il y a 11 grosses compagnies américaines, grosses institutions financières américaines qui offrent des fonds négociés en bourse justement pour leurs investisseurs. On voit ici Grayscale, BlackRock, Fidelity, ProShare, ARK Invest et ainsi de suite. Toutes ces institutions-là achètent plus de Bitcoin qu'il y en a de disponibles sur le marché des crypto-monnaies. Et justement, les fonds négociés en bourse de Bitcoin aux États-Unis absorbent plus de 10 fois le nombre de Bitcoin que les mineurs peuvent produire. Mais est-ce que cela pouvait être prévisible à l'avance? Alors évidemment, certains vont dire non, ou certains vont dire c'est de la spéculation. Tout ce qui est attrait à Bitcoin est de la spéculation.
Seulement lorsqu'on est comme moi à jour par rapport aux nouvelles de crypto-monnaie, eh bien, on peut savoir à l'avance avec un grand niveau de certitude que justement ces fonds négociés en bourse risquent de faire monter le prix du Bitcoin. Et c'est ce que j'avais prédit déjà l'été dernier, justement, dans la vidéo que vous voyez ici. J'avais non seulement parlé des fonds négociés en bourse de Bitcoin, mais les fonds négociés en bourse de Ethereum et de d'autres crypto-monnaies. Et lorsque le professeur d'économie mentionne qu'il n'y a pas d'autres institutions qui sont intéressées à court ou à moyen terme d'offrir justement des services à à leurs clients ou alors de détenir justement des fonds négociés en bourse ou justement d'en offrir à leurs clients, eh bien, l'information justement n'est pas la bonne. Parce que vous le voyez justement ici, c'est une lettre qui a été envoyée justement à la SEC, à la Security and Exchange Commission aux États-Unis pour que les institutions financières puissent détenir justement des bitcoins et les offrir à leurs clients. Mais pourquoi une information qui est disponible à tout le monde n'est pas partagée lors de l'émission justement de RDI de M. Filion? La réponse est toute simple. C'est que les invités, les personnes qui viennent pour débattre justement de Bitcoin et des crypto-monnaies n'ont pas cette information-là et ne peuvent pas la donner justement aux investisseurs québécois. Donc, l'information que vous attendez d'avoir de cette émission qui débat sur l'économie et sur l'investissement en Bitcoin et tout ça ne vous donne tout simplement pas la bonne information. Et pourtant, plusieurs personnes que je connais pourraient justement être invitées et vous donner cette information-là. Des personnes comme Elisabeth Préfontaine, Jonathan Hamel ou alors Paul de Cryptoformation. Et vous l'avez entendu, il y a un événement important qui va arriver justement dans le prochain mois. Cet événement est le halvening. Et pour mieux comprendre le halvening et savoir que le halvening va bien avoir un impact sur le prix du Bitcoin, il faut comprendre encore une fois la simple théorie de l'offre et de la demande. Prenons un simple exemple avec des pommes. Imaginons que le premier jour, j'ai un maximum de 3 pommes et que chaque pomme coûte 3 $. Si j'ai 3 clients qui arrivent et que les 3 clients veulent ces pommes-là, eh bien, à ce moment-là, ben, chaque client va payer tout simplement 3 $. Admettons que le deuxième jour, j'obtiens encore 3 pommes tout simplement, mais qu'au lieu d'avoir 3 personnes qui veulent chacun une pomme, j'ai une centaine de personnes qui veulent avoir une pomme. Eh bien, à ce moment-là, la demande va être plus grande que l'offre et à ce moment-là, moi, en tant que magasin, je peux augmenter le prix de mes pommes parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est à ce moment-là que le prix de chaque pomme pourrait monter justement à 300 $ la pomme et il va y avoir quelqu'un justement dans la centaine de personnes qui va vouloir acheter une pomme à ce prix-là parce qu'elle le veut vraiment. Mais évidemment, c'est un petit peu fou de penser à ça justement par rapport à des pommes. Des pommes, ce n'est pas un actif qui est très, très intéressant et que les gens vont vouloir payer beaucoup d'argent nécessairement pour ça. Donc, prenons l'exemple justement de l'or. Imaginons qu'une barre d'or vale 1 $ et que justement j'ai encore une fois 3 clients qui sont prêts à payer 1 $ pour une barre d'or. J'ai 3 barres d'or, donc je vends mes barres d'or à 1 $. Tout le monde est content. Il y a un équilibre entre l'offre et la demande. Admettons encore que le jour suivant, j'ai encore une fois 3 barres d'or, mais que j'ai une centaine de personnes qui sont prêtes à acheter à n'importe quel prix le prix une barre d'or. À ce moment-là, encore une fois, la demande augmente, l'offre, je n'en ai pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il arrive encore une fois? Eh bien, à ce moment-là, eh bien, je peux augmenter le prix de mes barres d'or et je vais trouver quelqu'un dans mes clients, dans ma centaine de clients qui va être prêt à payer 100 fois plus pour cette barre d'or. Au niveau de différents actifs, lorsque la demande augmente et que l'offre diminue, à ce moment-là, le prix de l'actif augmente énormément. Donc, admettons que habituellement, un magasin obtient 3 pommes par jour, mais que du jour au lendemain, il n'obtient que juste la moitié. Donc, l'offre, encore une fois, diminue de moitié. À ce moment-là, si la demande augmente énormément, eh bien, justement, le prix de l'actif, le prix de la pomme, ici même, bien, va monter drastiquement.
Pourquoi? Parce que la production diminue de moitié, la demande augmente beaucoup plus que la production, et à ce moment-là, tout simplement, dans la logique d'offre et de demande, le prix justement de l'actif, dans ce cas-là la pomme, va augmenter en prix de manière drastique. Seulement, cette situation n'arrive pas très souvent. Pourquoi? Parce que si la demande augmente, eh bien, généralement, on va toujours trouver un moyen d'augmenter l'offre. On va toujours trouver des gens qui vont vouloir aller cueillir des pommes, il y a toujours des compagnies qui vont voir que c'est profitable justement d'offrir plus de pommes, d'offrir plus de peu importe quoi. Donc, l'offre va toujours essayer de monter et d'être en équilibre avec la demande. C'est exactement la même chose également que l'on peut avoir avec l'or. Avec l'or, même si la demande augmente énormément, eh bien, l'offre de l'or, il va toujours y avoir des compagnies, des mines d'or qui vont trouver un endroit dans le monde et qui vont trouver un endroit dans le monde où il y va y avoir justement de l'or qu'ils n'auront pas encore miné. C'est pour ça que justement cette logique-là de faire diminuer l'offre de l'or, diminuer l'offre de métaux précieux, que ce soit des diamants ou peu importe quoi, ça n'arrive jamais. On va toujours être en mesure de produire plus d'actifs, plus d'or, plus de pommes, plus de n'importe quoi pour pouvoir justement matcher, avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Mais vous savez quel actif, justement, ne peut pas être produit plus que ce qui a été programmé? Eh bien, c'est le Bitcoin. Et c'est ce qui est expliqué justement par le monsieur. Et lorsqu'il mentionne justement que le fait que la production de Bitcoin va diminuer de moitié, alors que je vous ai déjà expliqué que les institutions financières qui offrent des fonds négociés en bourse aux États-Unis achètent 10 fois plus de Bitcoin que ce qui est produit. Donc, si la production de Bitcoin diminue de moitié, ce qui va arriver dans un mois, eh bien, on va avoir un prix de Bitcoin qui va devoir s'ajuster à la demande qui augmente de plus en plus et la production qui va diminuer de moitié. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver au prix du Bitcoin? C'est ça qui va arriver. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que je n'ai rien contre le professeur d'économie ou alors la personne qui vient d'expliquer la différence, qui a donné son avis finalement entre le Bitcoin et l'or. Parce qu'il y a beaucoup de comparaisons qui se font entre les deux. Beaucoup de personnes, moi particulièrement, pensent que justement le Bitcoin, c'est l'or 2.0. Il l'a mentionné justement que un investissement, c'est quelque chose que vous pouvez ranger dans un tiroir, acheter, ranger dans un tiroir, et que dans une dizaine d'années, peu importe le nombre de temps, ce sera toujours dans ce tiroir-là. À mon avis, cette personne n'a jamais expérimenté de transaction au niveau de Bitcoin, n'a jamais eu de portefeuille électronique avec du Bitcoin parce que personnellement, je l'ai fait et personnellement, des personnes dans mon entourage, des amis, de la famille ont expérimenté ça également. Ils en ont acheté il y a 10 ans, ils ont perdu espoir et puis ils sont retournés voir justement leur portefeuille électronique et le Bitcoin était toujours là. Magiquement, il n'avait pas disparu, il ne s'était pas désintégré, il n'a pas été volé comme dans une situation justement d'un site web ou d'une plateforme qui a fait faillite. Lorsque leur portefeuille était sur leur ordinateur, qu'ils étaient 100% autonomes, eh bien le Bitcoin était encore là et il a pris énormément de valeur dans les 7 dernières années. Donc, lorsque l'on mentionne que le Bitcoin ou l'or, c'est de la pure spéculation. Oui, c'est de la pure spéculation parce que il y a deux choses. Il y a le Bitcoin qui est l'actif et il y a également le Bitcoin qui est la technologie en arrière qui est la blockchain, qui est une utilité très, très, très extraordinaire et très, très, très puissante parce que justement des institutions ou d'autres des institutions financières et le système financier, le système économique va probablement utiliser cette technologie-là pour pouvoir facilement retracer des transactions et lorsqu'on parle justement d'une monnaie numérique, la monnaie numérique canadienne ou la monnaie numérique des États-Unis et tout ça, qu'est-ce qu'elle va utiliser comme technologie? Elle va utiliser la technologie blockchain qui est utilisée pour transférer, stocker, échanger des bitcoins. Donc, lorsqu'on vous dit que le bitcoin n'a aucune utilité, évidemment, ce n'est pas vrai.
Au niveau de l'or, on sait que l'or est utilisé au niveau des bijoux, au niveau de certains matériaux électroniques et ainsi de suite. Et également, on vous a dit que justement, l'or était utilisé dans certains produits financiers. Sauf que justement, une technologie qui est physique, lorsqu'elle est transférée de manière électronique, eh bien, sa productivité devient 10 fois plus exponentielle, 10 fois plus grande que justement l'état physique. C'est exactement ce qui a été fait au niveau des lettres. Lorsque justement les lettres se sont transformées en courriels, actuellement, il y a beaucoup plus de courriels qui sont envoyés sur Internet. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les courriels sont la partie technologique des lettres. Le journal et bien d'autres choses ont été transformés de manière justement technologique et ont beaucoup plus de cas d'utilisation que justement ce qu'on avait lorsque c'était physique. Donc, évidemment, lorsqu'on dit que le Bitcoin n'a aucune utilité, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Lorsqu'on dit qu'on peut avoir un actif puis le mettre dans un tiroir, on parle encore une fois d'un actif qui est tangible, un actif que vous pouvez toucher. Mais là, évidemment, on tombe dans une technologie, on tombe dans des actifs, des nouveaux actifs qui sont intangibles. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas une personne en économie qui va comprendre justement cet aspect-là de cette technologie-là. C'est quelqu'un qui a des connaissances en économie, des connaissances en finance, mais également des connaissances en informatique. Je pense que maintenant, vous comprenez bien que justement, la tendance s'en va justement vers la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Et la crypto-monnaie qui est justement la plus connue est le Bitcoin. Il y a une grosse adoption de cette technologie-là et de cet actif qui est mondial, comparativement à beaucoup d'autres actifs qui sont soit des actifs en bourse, soit de l'or ou d'autres métaux précieux qui ne sont pas accessibles par tout le monde autour du monde. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là? Parce que je ne veux pas que dans quelques années, les Québécois et Québécoises me disent qu'ils n'ont pas vu, justement, ils n'ont pas eu la possibilité d'investir. Ils n'ont pas eu cette compréhension-là parce qu'ils ont écouté, justement, M. Filion et ses invités, justement, parler de Bitcoin et leur raconter n'importe quoi. Il est important justement de bien comprendre justement ce qui est présenté et de faire la part des choses et de se référer à des personnes qui ont assez de connaissances dans le domaine pour pouvoir justement se faire une idée claire. Sauf que le problème, c'est que les personnes qui sont justement très actives, qui sont très à l'affût, qui ont ce genre de connaissances-là, sont souvent libellées comme des passionnés. Ah oui, ben Quentin, il s'y connaît là, mais c'est un passionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas les connaissances? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas la même crédibilité qu'un professeur en économie? Pourtant, je viens de vous démontrer justement la théorie, je viens de vous expliquer la théorie justement de l'offre et la demande. Lorsque que la demande augmente et que l'offre diminue, évidemment, ça va avoir un impact au niveau du prix. Alors que si vous avez écouté justement ce que vient de dire ce professeur d'économie-là, il mentionne que non, le halvening ou la diminution de l'offre de moitié du Bitcoin ne va pas avoir d'impact sur le prix, alors que c'est totalement le contraire. Si vous avez écouté l'autre mention, lorsqu'on compare justement l'or et le Bitcoin, eh bien, le Bitcoin est 100% spéculatif parce qu'il n'y a rien d'autre à faire avec. Sauf que si vous êtes justement quelqu'un en informatique, un passionné de Bitcoin, vous allez savoir que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup plus d'utilité en arrière du Bitcoin que ce qu'on veut vous faire croire justement dans cette émission-là. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de faire vos devoirs, de aller beaucoup plus loin que ce qui vous est présenté justement dans ces émissions-là pour pouvoir mieux comprendre. Et encore une fois, pour mieux apprécier justement cette technologie-là, eh bien, expérimentez-la. Allez sur un site Internet ou essayez d'avoir justement de l'information, contactez-moi ou mes autres collègues dont je vous ai mentionné le nom pour comprendre comment vous pouvez sécuritairement justement avoir du Bitcoin. Investissez 2, peut-être 10 dollars dans le Bitcoin pour pouvoir expérimenter cette technologie-là et vous faire votre propre opinion. Cela pourrait justement vous permettre de ne pas manquer le bateau dans ce trade historique-là, justement dans le monde des finances pour notre génération. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Peace.